Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre présence à cette séance d'information sur la rédaction des mémoires et thèses. Je m'appelle Kouassi Dalmeda, je suis agent de recherche et de planification à la Faculté d'études supérieures postdoctorales. Je suis en compagnie de mes collègues Amélie Bédard, qui est coordonnatrice d'opération à la faculté, et avec la collaboration de notre collègue Elisabeth Laure, qui est agente, enfin, c'est elle qui s'occupe de, quand vous écrivez, quand vous envoyez votre thèse à la FESP, et Elisabeth fait partie de l'équipe qui s'occupe, qui reçoit votre manuscrit. Alors, pour nous, c'est très agréable qu'elle soit avec nous aujourd'hui pour pouvoir vous dire quelques mots éventuellement. OK. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Oui, on t'entend bien, Kouassi. OK. Sans plus tarder, comme probablement vous le savez ou vous ne le savez pas, la Faculté des études supérieures a la responsabilité d'établir les règles de présentation des mémoires et thèses à l'Université Laval. D'où l'importance de cette séance que nous avons cet après-midi. Et l'objectif de la séance, d'abord, c'est d'attirer votre attention sur quelques règles de présentation matérielle des mémoires et thèses à suivre afin d'éviter les mauvaises surprises. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de mauvaise surprise. Okay? Et je parle de quelques règles, parce que, évidemment, les règles de présentation matérielle des mémoires et thèses sont nombreuses, mais nous n'allons pas parcourir toutes ces règles-là cet après-midi. Nous allons juste attirer votre attention sur quelques-unes de ces règles. Et c'est ce que nous allons faire. C'est important de le préciser. Aussi, nous allons vous parler des nombreux outils et ressources à votre disposition pour la rédaction de votre thèse ou de votre mémoire. Et enfin, on vous parlera du processus d'évaluation du mémoire et de la thèse pour ceux ou celles d'entre vous qui sont déjà rendus qui sont sur le point de déposer leur mémoire ou leur thèse. Alors, on vous donnera des informations à ce propos. Alors, quelques règles importantes à suivre. Quand je parle de mauvaise surprise, de quoi je veux parler exactement? Vous savez, lorsqu'on écrit, on est en processus de rédaction de thèse de mémoire, on est pratiquement à la fin, on est fatigué. On veut vite terminer, et puis bon, certaines petites choses, évidemment, sous le coup de la fatigue, du stress, ça nous paraît comme une montagne insurmontable. Et c'est là où apparaissent les mauvaises surprises, lorsqu'on oublie certaines règles. On oublie de présenter les choses, notre manuscrit selon les règles de la FSP. Alors, on arrive pour faire le dépôt et on vous dit, ah, il faut recommencer, il faut, attention, vous n'avez pas respecté telle règle, vous n'avez pas respecté telle chose. Et là, on doit recommencer. Là, ça devient compliqué. Et ça peut ralentir le délai de traitement de la thèse. Ça arrive souvent, c'est pour ça qu'on vous en parle. Mais, vous savez, on va aborder 6 points, 6 petits points dans l'entière, enfin, dans l'ensemble des règles de présentation des thèses de mémoire. Nous allons aborder 6 points où on observe le plus souvent d'oubli, ou les gens ne prennent pas soin de se conformer aux règles qui concernent, enfin, qui touchent ces points-là. Le premier point, c'est l'éthique de la recherche. Vous savez, à l'Université Laval, tout étudiant qui fait un travail de mémoire ou de thèse doit déclarer son projet de recherche. C'est obligatoire. Doit déclarer son projet de thèse de recherche au comité d'éthique de recherche de l'Université Laval, le CRE. C'est tellement important. Et quand est-ce qu'il peut le faire? Dès que le projet est connu, suffisamment précis, il doit compléter le formulaire de déclaration de l'étudiant. Nous allons voir, on va aller voir ensemble, c'est de quoi, quand je parle de formulaire de déclaration,
De quoi je parle exactement? Alors, vous trouvez toute l'information sur le site de la FSP. Ici se trouve le formulaire de déclaration dont je vous parle. Et c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de compléter l'information. Si votre projet de recherche fait appel à des sujets, fait appel à des sujets humains, vous faites oui. Et vous voyez les sections, il y a toute l'information à suivre par la suite. Et si votre projet de recherche ne fait pas, ne fait pas appel à des sujets humains, vous faites non. Et le processus s'arrête là. Mais c'est important de compléter ce document et de déposer au niveau de votre direction de programme, la personne qui s'occupe de la gestion des études de votre faculté ou de votre programme. C'est très important. N'oubliez pas de le faire. Si vous ne l'avez pas fait encore, nous vous recommandons de le faire rapidement. Évidemment, ça veut dire que votre projet, pour reprendre ce que je disais au début, ça veut dire que votre projet est suffisamment mûr pour que vous puissiez le soumettre, le déclarer à l'éthique. Ça, c'est le premier point. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui risque d'arriver, c'est que vous déposez votre projet et votre thèse, et puis on se rend compte que l'éthique, la question de l'éthique n'a pas été respectée. Et je ne vous le souhaite pas, mais c'est tout un processus. Il faut parler avec les avocats, il faut parler avec... C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, s'il vous plaît, regardez cet aspect de l'éthique. Si vous ne l'avez pas fait encore, faites-le. Faites-le, s'il vous plaît. Alors, deuxième point sur lequel on voudrait attirer votre attention, c'est toute la question du droit d'auteur. Vous savez, lorsqu'on fait notre recherche, on écrit notre thèse, tout ça, on est porté à utiliser parfois des schémas, des croquis, des données qui ne nous appartiennent pas. Attention, nous sommes maintenant en mode numérique, tout est en ligne, tout ça. Alors, il faut faire attention à l'utilisation des données. Ils sont souvent protégés, hein, et à la reproduction de ces données. C'est très important de vous assurer que vous avez le droit d'utiliser ces données. Vous avez le droit d'utiliser ces données. Et si vous avez des doutes, par exemple, vous voulez utiliser un schéma qui ne vous appartient pas, mais bon, que vous n'avez pas, ce n'est pas de votre confession, et puis bon, vous l'avez pris dans un autre document. Si vous ne savez pas comment s'y prendre pour avoir l'autorisation de l'utiliser, vous avez le bureau du droit d'auteur. Je vais juste cliquer pour vous montrer ce qu'ils font. Le bureau du droit d'auteur se trouve à la bibliothèque. Et je vous suggère fortement, si vous vous trouvez dans une telle situation, de leur écrire. Hein. C'est facile, ils sont très sympathiques. Et puis, enfin, elles sont très sympathiques parce que je les connais, c'est des dames qui sont toujours là. Elles sont très sympathiques, elles vont vous répondre, elles vont vous guider, elles vont vous rassurer s'il n'y a pas de problème, tant mieux, il n'y a pas de problème, mais n'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas à les contacter. Si vous avez des doutes sur un coquille, une donnée, une ressource qui ne vous appartient pas, mais que vous voulez utiliser dans le cadre de votre thèse, hein, n'hésitez pas à les contacter. Alors, donc, c'est très important pour ne pas avoir affaire avec des poursuites pour des droits d'auteur, des choses comme ça. Alors, donc, vous avez l'adresse. Et au besoin, utilisez-les. La question de la langue de rédaction. Vous savez, on est à l'Université Laval, c'est une université francophone, mes thèses et mémoires sont déposées en français, mais vous avez la possibilité d'écrire dans une autre langue autre que le français. Mais évidemment, il faut que ça soit justifié, n'est-ce pas? Hein? Je donne un exemple banal. Bon, vous allez publier dans une revue où l'article va être en anglais. Mais après, par la suite, vous voulez insérer l'article dans votre thèse. Bon, vous n'allez pas le traduire, vous comprenez? Vous pouvez l'insérer en anglais, mais la règle veut que lorsque
vous avez à insérer, lorsque une partie ou toute la thèse doit être écrite dans une autre langue autre que le français, il faut avoir l'autorisation de le faire, l'autorisation de la direction du programme pour le faire. C'est très important. Et ça, il faut le faire avant même de commencer la rédaction. Il ne faut pas attendre de finir la rédaction avant d'aller demander l'autorisation. Il faut faire la demande bien avant. Et comment le faire? Il y a un formulaire à ce propos. Je vais juste ouvrir pour vous montrer de quoi il s'agit. Il y a un formulaire à ce propos qui vous permet de... Alors, ce formulaire... Dans l'onglet formulaire, le deuxième. Ah oui, excusez-moi, formulaire, voilà. Voilà, il y a toutes sortes de... C'est parce qu'il y a tellement... Amélie a tellement organisé les choses ici. Autorisation de rédiger dans une langue autre que le français. Oui, alors c'est ça. Alors, donc, c'est ce formulaire que vous allez chercher et vous allez le compléter, évidemment, avec la recommandation de votre directeur de recherche, de votre direction de recherche sur ce propos, et pour pouvoir satisfaire à cette exigence-là. Donc, pour résumer, vous avez le droit, vous avez la possibilité de rédiger votre thèse en entier ou une partie, un article de la thèse dans une autre langue autre que le français. Mais pour ça, il faut avoir l'autorisation. Il faut que ça soit justifié, évidemment. Alors, troisième point, le quatrième point important, c'est concernant l'insertion d'articles. Vous savez, à l'Université Laval, comme dans bien d'universités, on peut écrire sa thèse de façon traditionnelle, commencer par une introduction, des chapitres, puis une conclusion, tout ça. Mais il y a aussi le format de thèse avec insertion d'articles ou par article. Quand on parle de thèse par article, ça veut dire que la thèse les chapitres de la thèse sont faits d'articles avec une introduction, une conclusion. Lorsqu'on parle de thèse avec insertion d'articles, ça veut dire que la thèse est de format traditionnel, mais il y a un ou deux articles dans la thèse qui sont constitués d'articles. Chapitre, je veux dire, il y a un ou deux chapitres de la thèse qui sont constitués d'articles. Okay. Alors, ça veut dire aussi que lorsqu'on fait une thèse avec insertion d'articles, l'article dans la thèse doit constituer un chapitre. C'est ça, voilà. L'article doit constituer un chapitre. Mais pour ça, il y a des particularités qu'il faut prendre en compte. Et on va les parcourir là. Une première particularité, c'est que vous devriez respecter les règles locales concernant l'insertion d'articles dans votre programme. Je m'explique. Lorsqu'un programme d'études accepte l'insertion d'articles, il y a des règles qui accompagnent. Par exemple, si vous devez être le premier auteur ou le deuxième auteur, le nombre d'articles qu'il faut insérer, est-ce que l'article doit être soumis ou accepté ou pas? Parfois même, il peut aller jusqu'à préciser dans quelle revue vous devez publier. Quelles sont les revues, les types de revues que vous pouvez publier, dans lesquelles vous pouvez soumettre votre article. Donc, c'est très important, quand vous choisissez de faire une thèse avec insertion d'articles, de vous référer d'abord, en premier lieu, aux exigences du programme. D'abord, de voir si le programme accepte l'insertion d'articles et si oui, quelles sont les règles locales. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première étape. Okay? Alors, deuxième élément, c'est le respect des règles de la FESP. D'abord, il faut que l'article soit rédigé dans le cadre du programme. C'est-à-dire que ce n'est pas un article que vous avez rédigé il y a 5 ans ou quelques années, et puis là, vous voulez le ramener dans votre thèse. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que l'article ait un lien direct avec votre projet de recherche, dans le cadre du programme que vous voulez suivre, que vous suivez.
Hein. Il y a toute la question de l'autorisation des co-auteurs avant la rédaction. Ça, c'est tellement important. Vous rédigez un article, il y a des co-auteurs, assurez-vous dès le départ, d'avoir l'autorisation de ces co-auteurs. Si vous prévoyez à utiliser cet article dans votre thèse, comprenez, c'est très important d'avoir l'autorisation des co-auteurs parce qu'on a vu des situations difficiles où, bon, l'étudiant vient pour faire son dépôt, mais n'a pas l'autorisation des co-auteurs et les co-auteurs, certains de ces co-auteurs sont introuvables. Alors, vous voyez tout le retard que ça peut générer, tout le stress, toute la difficulté que ça peut causer pour le problème de mauvaise surprise dont je parlais tantôt. Donc, ça fait partie des choses qu'il faudrait éviter. Évidemment, troisième élément, il y a toute la question de l'avant-propos qui est obligatoire. C'est-à-dire que lorsque vous faites une thèse avec insertion d'articles ou avec article, thèse par article, la FSP exige qu'il y ait un avant-propos dans lequel vous précisez quelle a été votre contribution dans chacun de ces articles. Est-ce que cet article, quel est l'état de cet article? Que ces articles sont déjà soumis, acceptés, dans quelle revue? Et aussi, quelle a été la contribution des co-auteurs? Si vous avez des co-auteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le cadre de cet article? Quelle a été leur contribution dans le cadre de cet article? C'est très important. Okay? Aussi, on exige qu'il y ait au début de l'article un résumé. On y reviendra tout à l'heure, un résumé de 150 mots. Si l'article est en anglais, il faut obligatoirement qu'il y ait un résumé en français de 150 mots. Vous pouvez ajouter un résumé de 150 mots en anglais aussi. Si vous voulez ajouter une troisième langue, libre à vous, parce que ça va donner plus de visibilité à votre document, tout ça. Mais c'est exigé, le résumé de 150 mots en français est obligatoire. C'est obligatoire, hein, même si l'article est dans une autre langue autre que le français. Alors, je vais attirer votre attention sur l'aide-mémoire. Alors, vous voyez, ça reprend ici, il y a tout ce que je venais de parler, dont je viens de vous parler à propos de l'avant-propos, et à propos des chapitres, le résumé en français, le résumé dans la langue autre que le français, le format de l'article, tout ça. Vous retrouvez ces informations sur le site de la FSP. Hein, et voilà, la question de 150 mots. Alors, autrement dit, vous allez pouvoir retrouver ces informations-là sur le site de la FSP à tout moment. OK? Alors, Voici. Oui. Je ne sais pas si je peux t'interrompre, mais on a quand même quelques questions aussi dans le chat là, sur l'insertion d'articles. Oui. Donc, je ne sais pas si... je sais qu'Elisabeth répond à plusieurs d'entre elles, mais est-ce que tu allais reparler, entre autres, de la notion de publication et tout ça un peu plus tard? Oui, je vais dans en la parler. présentation. Parfait. On va parler de publication, mais c'est quoi la question? Est-ce que... Ben, entre autres, il y avait différentes questions. On en a une ici sur quand on fait une thèse par article, peut-on mettre un chapitre final en format d'article, mais qui n'a pas encore été soumis à un journal, par exemple? Voilà, ça c'est une très bonne question. Selon la règle de la FSP, une thèse avec article, c'est-à-dire lorsqu'on veut insérer un article dans une thèse, la FSP exige que minimalement que l'article soit soumis, Ça, c'est très important, que l'article soit soumis. Pas encore accepté, pas nécessairement accepté, mais que ça soit soumis. Ça, c'est le premier point. Pour la mémoire, si ce n'est pas soumis, la FSP n'en fait pas cas. On n'exige pas pour les mémoires que l'article soit soumis. Voilà. Merci. Mais nous y reviendrons tout à l'heure lorsqu'on parlera de tout l'aspect de la différence entre la diffusion et la publication et puis tout ce qui touche à ça. Alors, revenons à je voulais vous parler des règles de présentation matérielle, c'est-à-dire le format, la façon, oui, le format, la présentation physique de la thèse, en fait. Hein. L'ordre des parties de la thèse. L'ordre des parties, je vais juste passer quelques secondes là-dessus pour vous montrer un peu ce qui est important.
l'ordre des parties, c'est très important la façon dont les séquences de l'ordre dans lequel vous présentez les choses. Donc, il y a la page titre, le résumé, la table des matières, la liste, les dédicaces, le remerciement, l'avant-propos dont on vient de parler. Si c'est une thèse avec une section d'article ou avec article, le code, moi, l'introduction, les chapitres, la conclusion, la bibliographie ou l'annexe. Alors, ça, c'est important de suivre, de suivre cet ordre, hein, et de s'y conformer. Bon. Il y a aussi les règles de mise en page. On y reviendra tout à l'heure. Il y a les logiciels de mise de traitement autorisés. Je vais passer quelques secondes là-dessus rapidement. Comme vous le voyez, toutes ces informations sont disponibles sur le site de la FESP. Hein. Vous pouvez les consulter à tout moment. Alors, donc, les logiciels, voilà les logiciels qui sont acceptés à la FESP et à l'Université Laval, donc Microsoft, LaTeX, OpenOffice, LibreOffice. Et là, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Admettons que dans le cadre de votre thèse, de votre recherche, vous êtes obligé d'utiliser un logiciel particulier pour traiter votre recherche. Vous n'avez pas le choix. Si c'est le cas, alors on vous demande d'informer le plus rapidement la faculté d'études supérieures de cette situation. Pourquoi? Parce que il faut que la bibliothèque qui va se charger de la conservation, de la diffusion, de la conservation de votre mémoire ou de votre thèse, puisse aller chercher le matériel, le logiciel en question afin de pouvoir le traiter efficacement. Ça, c'est très important. Donc, n'attendez pas, si c'est le cas, si c'est une situation qui se présente à vous, que bon, vous êtes en archéologie ou, je ne sais pas, vous travaillez sur la Grèce antique, je dis n'importe quoi là, mais que vous n'avez pas le choix d'utiliser un logiciel particulier pour pouvoir faire votre travail. Alors, il faut informer la FESP le plus tôt possible, si ça vous arrive. Okay? Donc, c'est important. Et éventuellement, si vous devez insérer des images, des sons, des vidéos dans votre thèse, mais toute l'information s'y trouve à cet endroit, sur le site de la FESP. L'autre élément, les gabarits. Les gabarits de rédaction. Et ça, c'est vraiment hâte de vous en parler. Vous allez voir. Quel que soit votre programme d'études à l'Université Laval, quel que soit votre programme d'études, il y a un gabarit qui est préparé pour vous. Un gabarit, on va prendre le gabarit de maîtrise et doctorat traditionnel ici, juste pour le fun. Je veux juste montrer de quoi ça est. Ouais. Ce qui est le fun avec ce gabarit, toutes les règles, les marges, tout y est dedans. Tout y est dedans. La page titre, tout. Vous voyez? Là, il faut que la table de matière soit générée de façon automatique. Hein? C'est très important. Liste de contrôle, tout y est. Remerciements, tout ça. Évidemment, s'il y a des sections qui ne vous concernent pas, bon, vous l'enlevez. Comprenez? Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ce gabarit et de commencer à travailler. Hein? De prendre le gabarit et de commencer à travailler là-dessus. Même, je vous le suggère, même si pour vos travaux, les travaux, vous pouvez prendre le gabarit et l'utiliser. Ça vous permet de se faire la main, de la maîtriser, et puis bon, de jouer avec, ce qui fait que bon, au final, vous serez très à l'aise avec ça. Alors, je vous le suggère fortement. Utilisez-le. Ce gabarit, c'est pour vous. Utilisez-le comme vous voulez. Personne, c'est pour vous. D'accord? Mais là, je voudrais vous attirer votre attention sur un élément. Admettons que vous faites votre thèse en anglais, entièrement en anglais, admettons, où il y a 1 ou 2 ou 3 chapitres qui sont en anglais. Attention, si vous faites votre thèse en anglais, le titre, là on est sur la page titre, le titre ici va être en anglais. Vous pouvez le créer en anglais, mais tout le reste va rester en français.
vous ne touchez pas ça. Ça reste en français. Si vous faites votre thèse avec insertion d'articles, 1 ou 2 articles qui sont en anglais, non, 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 le titre doit rester en français. Est-ce qu'on se comprend, hein? Voilà, le titre doit rester en français. Donc, pour résumer, simplement, si la thèse est entièrement dans une autre langue autre que le français, c'est seulement le titre qui va changer, hein, dans la langue de rédaction. Mais tout le reste, sous la direction de pronoms, directeur, tout ça doit rester en français. C'est très important. C'est un détail, ça peut arriver parce que si ça arrive, Elisabeth ne sera pas contente. Oups, je n'ai pas dit ça, mais non, c'est juste pour taquiner Elisabeth, mais l'équipe d'accueil, l'équipe qui reçoit votre thèse n'appréciera pas ça. Donc, c'est pas eux, c'est les règles de la FSP, c'est les règles de l'université et qu'on doit rencontrer. OK. Alors, donc, c'est ça. Alors, comme je vous le dis, vous avez tout. Si vous êtes en co-tutelle, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous êtes en bidiplomation, vous avez ce qu'il faut. Alors, tout est là. Tout est là. Hein. Quel que soit votre programme d'études, vous avez le gabarit qu'il faut. Donc, à vous de le prendre et de l'utiliser déjà dès le début de votre thèse, de votre mémoire. Dès que vous commencez la rédaction, utilisez-le. Utilisez-le, je me répète, mais utilisez-le même pour vos travaux, si vous voulez. Alors, donc, c'est ça. Évidemment, comme je vous le disais au début, on ne va pas parcourir toutes les règles de la FSP dans cette présentation, mais si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toute l'information ici. On vient de parcourir, mais vous allez voir, hein, les logiciels, avant de déposer, enfin, il y a toute l'information concernant la mémoire interne se trouve à cet endroit. Je voudrais attirer votre attention sur, ici, regardez bien les outils de synthèse. Je vais vous montrer ce document de 4 pages, tableau synthèse des règles de présentation matérielle. Hein. Notez-le bien. Hein. C'est pas pour rien, je voulais attirer votre attention là-dessus. C'est un document de 4 pages qui résume toutes les règles de présentation de la FSP. Tout, dans les détails. Ouais. Hein. Interligne, tout. La pagination, page titre, tout. Je vous recommande de le télécharger, puis de l'avoir à côté de vous, de temps en temps, de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis c'est très utile. C'est très utile. Et voilà, la bibliographie, l'annexe, et des choses qu'il ne faut pas faire, comme par exemple le mémoire. Ici, on le précise, le mémoire et la thèse ne contiennent aucune signature, ni information personnelle, hein, ni certificat de sérieux. C'est important parce que si ça apparaît, on sera obligé de vous demander de l'enlever. Hein, le temps que ça y est, bon, on peut pas une journée, 2 jours. Hein, des choses comme ça. Quand je parle de retard, ça c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, je vous recommande fortement de l'avoir côté, hein, à portée de main, que vous pouvez consulter à tout moment, hein, pour être sûr que tout est correct. En plus d'utiliser le gabarit qui déjà insère pas mal d'informations, pas mal d'éléments de ce petit tableau synthèse. Alors, donc, c'est ça. Le dernier point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est sur la diffusion de la thèse ou du mémoire. Vous savez, pour toutes sortes de raisons, vous avez fini votre thèse, mais pour des raisons de confidentialité, par exemple, hein, vous avez travaillé avec des gens ou avec un organisme, et puis on demande, attendez un peu avant de publier, avant de diffuser votre thèse. Alors, vous avez la possibilité de demander une restriction de diffusion de votre thèse, de votre mémoire, pour 12 mois. Okay? 12 mois. Et si après 12 mois,
ça ne suffit pas. Vous pouvez prolonger encore de 12 mois supplémentaires. Okay? Donc, vous avez un maximum de 24 mois pour demander une restriction de diffusion de votre thèse. Mais après les 24 mois, il n'y a aucune raison pour que votre thèse ou votre mémoire ne soit pas diffusée. L'Université Laval a la responsabilité de diffuser les travaux de recherche de ses étudiants. Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas diffusé. OK? Bon. Je voudrais attirer votre attention sur un autre élément. Là, vous avez déposé votre thèse, vous avez diffusé. Je parle de diffuser. J'aimerais qu'on fasse la distinction entre diffuser et publier. L'Université Laval ne publie pas votre thèse. Hein? Parce que lorsqu'on parle de publication, ça veut dire qu'il y a un travail d'édition qui a été fait au préalable sur la thèse. Ce n'est pas le cas. Hein? Même si la thèse a été évaluée, puis bon, que les directeurs, les membres du jury ont suggéré des corrections, tout ça, non. L'Université Laval ne publie pas la thèse, diffuse les travaux. C'est un travail académique que vous avez fait. Mais il se peut que, après la diffusion de votre thèse, que des maisons d'édition sortent de je ne sais où, et puis vous demandent de leur céder les droits d'auteur. Parce qu'eux, ils trouvent que votre thèse est bien faite, tout ça, et que bon, ils ont envie de publier votre thèse. Faites attention, parce qu'ils vont vous demander de leur céder les droits d'auteur. Et si vous cédez les droits d'auteur, vous perdez, ça dit que l'université sera obligée d'enlever la thèse, et puis bon. Et le risque c'est qu'il n'y ait aucun travail d'édition de plus-value, travail de plus-value qui soit fait sur votre thèse, et ça va terminer sur une tablette quelque part. Okay? Et vous aurez cédé votre droit d'auteur et vous perdez la visibilité de votre travail, en fait. Alors, on les appelle des maisons d'édition prédatrices, malveillantes. Et faites attention à ce que je voudrais préciser. Hein. Si la revue Nature ou Science ou mais vous contactez pour votre thèse, c'est merveilleux, hein, c'est souhaitable. Par contre, si vous ne connaissez pas cette maison d'édition, on vous sollicite. Vous savez, c'est toujours agréable hein, lorsqu'on nous sollicite pour un travail qu'on a fait, on veut diffuser, on veut publier, tout ça, mais c'est agréable, c'est bon, ça donne la visibilité. Parlez-en à votre directeur de recherche ou parlez autour de vous. Est-ce que cette maison d'édition, c'est une maison d'édition correcte, de renommée, ou est-ce que je peux faire affaire avec elle? Et je vous parlais tout à l'heure du bureau du droit d'auteur. Parlez avec le bureau du droit d'auteur. Et elles peuvent même, enfin, les personnes qui travaillent là-bas peuvent vous accompagner dans cette démarche hein, pour s'assurer que tout est correct. L'Université Laval a tout ce qu'il faut, le bureau du droit d'auteur a tout ce qu'il faut pour détecter les maisons d'édition malveillantes ou pas, tout ça. Donc, ils peuvent vous accompagner dans ce processus-là. Donc, faites attention. L'Université Laval souhaite que les travaux de ses étudiants soient publiés, mais il faut que ça se fasse correctement pour éviter que son droit d'auteur. Okay? Donc, c'est ça ce que je veux, le point que je veux soulever à ce niveau. Évidemment, tout à l'heure, on parlait de formulaires à remplir. Sur le site de la FESP, on a tous les formulaires. Il faut hein, faire un dépôt. Hein. Je pense que Amélie reviendra tout à l'heure. Vous allez remplir le formulaire qui convient, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Évidemment, si vous n'avez pas à rédiger dans une autre langue autre que le français, vous n'avez pas touché au formulaire à ce propos. Si vous n'avez pas de co-auteur, vous n'avez pas à toucher à ce formulaire. Mais dépendamment du contexte dans lequel vous vous trouvez, bon, ben, il y a tout ce qu'il faut comme formulaire, selon les règles de la FESP, les formulaires appropriés qui sont à votre disposition à cet endroit-là. OK? Alors, donc, si je veux retenir, si on doit résumer rapidement,
je vous suggère fortement, là on vous a parlé de peut-être seulement 6 points, je vous suggère fortement de temps en temps d'aller consulter l'ensemble des règles de présentation matérielle des mémoires et thèses disponibles sur le site de la FSP, puis de voir aussi les formulaires obligatoires, les dates importantes. Elisabeth reviendra tout à l'heure sur la question des dates importantes, tout ça, plus en détail que moi. Et puis, voilà. Alors, ça nous amène à parler des outils pratiques à connaître. Je vous parlais tout à l'heure du deuxième point, deuxième objectif de cette présentation, c'est de vous faire connaître les outils à votre disposition. Quels sont les outils à votre disposition? Je vous ai montré tout à l'heure le tableau synthèse, les aides mémoire, la liste de contrôle pour rédaction, la liste de contrôle pour rédaction, les gabarits de rédaction. Juste une petite minute, là, quelques secondes pour aller voir la liste de contrôle pour rédaction. On va voir de quoi. Vous allez voir, c'est pratique. C'est un peu comme, c'est ce qu'on appelle en français un checklist, en français, enfin en anglais, ou en chinois, un checklist, voilà, que vous pouvez utiliser pour, est-ce que j'ai fait telle chose? Un peu comme lorsqu'on fait, on déménage, puis on doit remplir ça. Voilà, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que ma police est correcte? Est-ce que j'ai respecté la police? Toutes ces informations se trouvent dans le site de la FSP. Mais ça vous rassure. Alors, une fois que c'est fait, vous dites, OK, je n'ai rien oublié, je peux aller déposer facilement ma thèse, et puis bon, voilà. Alors, des ressources à votre disposition. Là, je vais laisser Amélie vous parler des ressources. Oui, bien, en fait, quelques mots sur différentes ressources qui existent, évidemment, pas seulement à la FESP, mais sur l'ensemble de la communauté universitaire. Mais ce que j'aimerais vous parler d'abord, c'est des ateliers ou des webinaires un peu comme celui auquel vous assistez présentement. On en offre plusieurs à la faculté durant les sessions d'automne, d'hiver. Je vous invite à aller voir sur la page de l'adresse qu'on voit présentement Web Diffusion parce que vous allez pouvoir voir les prochaines activités qu'on vous offre sur différents thèmes, différents enjeux qui vont toucher de près ou de loin justement la rédaction. On pense entre autres à l'intégrité intellectuelle et le droit d'auteur. La semaine prochaine, il y a une séance très intéressante là-dessus. C'est quoi, si tu veux cliquer sur le petit plus, vous allez voir, vous vous rendez sur la page, vous voyez la description, vous pouvez vous inscrire en cliquant et vous allez recevoir le lien Zoom. Même chose aussi, il y a d'autres ateliers, on va dire, un peu plus sur des outils d'appui à la réussite. Donc, ça touche peut-être moins directement votre rédaction, mais ça peut vous aider à passer à travers une session chargée. Ça peut vous aider un peu à retrouver une certaine motivation aussi dans votre projet de recherche ou à des moments, des creux de vague un peu. Donc, je vous invite à aller consulter cette page-là parce que non seulement il y a les activités à venir, mais il y a les activités qui ont eu lieu aussi. Donc, dans la section du bas, c'est les activités en rediffusion. Donc, on vous en présente plusieurs que je vous incite fortement encore là à aller consulter, à aller visionner. On a toutes sortes de choses. Je pense à ceux qui sont au doctorat, qui auront éventuellement l'étape de la soutenance de la thèse. Il y a un webinaire extraordinaire là-dessus qui a été fait par une personne qui pendant 1 heure, vous parle sur comment optimiser votre préparation, autant pour ceux qui vont soutenir en personne qu'une soutenance en ligne, par exemple. Donc, il y a aussi une conférence qui a eu lieu sur la rédaction de l'ossature logique d'une thèse, par exemple. Comment réussir son post-doctorat. Donc, allez-y, faites fouiller un peu, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Vous allez aussi être interpellé automatiquement dès qu'il y a une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne. C'est une bonne façon de vous tenir au courant de ce qu'on offre comme activité. Il n'y a pas seulement que nous, évidemment, qui offrent ce type d'activité. Je pense, par exemple, à l'Allier aussi, qui offre des séances de retraite de rédaction. Et si on rédigeait, donc c'est des séances offertes en collaboration avec la bibliothèque, avec la FESP aussi. Il y en a plusieurs. Et ça peut être très intéressant. Vous avez plusieurs dates qui sont offertes plusieurs fois par semaine parce que ça peut vraiment vous aider encore là à vous plonger un peu plus dans votre rédaction, à vous donner un objectif, à vous motiver parce que vous allez pouvoir le faire avec d'autres personnes. Présentement, ce sont des retraites en ligne, mais il y aura des retraites en personne qui vont revoir le jour, évidemment, comme par avant.
Il y a d'autres types de retraites de rédaction aussi qui peuvent être offerts, entre autres, avec Taisez-vous. Donc, vous pouvez aller sur leur site, vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Ils ont différents outils également qui peuvent peut-être vous aider à rendre votre rédaction efficace. J'aimerais aussi peut-être juste faire un petit point sur d'autres activités qui se font à l'université. Je pense à Sentinelle-Nord, par exemple, à la bibliothèque. On va en reparler un petit peu plus tard avec Kouassi. Donc, je vais laisser Kouassi reprendre la parole là-dessus. Oui, merci Amélie. Alors, c'est ça. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de ressources à la disposition des étudiants de cycle supérieur à l'Université Laval. Hein. Amélie vient de faire rapidement le tour de ce qui est disponible sur le site de la FSP, mais il y a aussi la bibliothèque qui offre beaucoup de choses. Hein. Les services de consultation bureautique, hein, juste pour vous montrer de quoi. Hein, vous avez des problèmes avec certains logiciels, tout ça. Vous pouvez demander de l'aide pour avoir un soutien, pour débloquer la situation, des choses comme ça. Hein. C'est disponible. Je vous ai parlé tout à l'heure du bureau du droit d'auteur. Hein. Et il y a aussi d'autres services. Ça, il faut absolument qu'on aille voir ça. D'autres services à la bibliothèque. Hein, des ressources spécialisées. Mais là où je veux vous amener, c'est ici, hein, la rédaction et les citations, qui sont, à mon avis, je pense que ça va vous intéresser. Tout ce qui est sur ce site va vous intéresser. Mais comme moi, je vous parle, je suis un peu égoïste, hein, comme je vous parle de rédaction, alors je voudrais attirer votre attention sur la rédaction, hein, consultation en français, logiciel de gestion des références bibliographiques, rédaction des mémoires et des thèses, tout ça. Ouais. Ici, ça fait référence à tout ce qu'on vient de dire, hein, droit d'auteur, service de consultation, tout ça. Rédiger son mémoire, votre thèse. Donc, il y a tout ça qui sont disponibles sur le site de la bibliothèque. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a le centre d'aide aux étudiants qui offre une multitude de ressources pour les cycles supérieurs, surtout en ce temps difficile de la pandémie ou la gestion du stress, la motivation qui prend un coup, tout ça. Dans des petits conseils, tout ça, et vous pouvez aller voir qu'est-ce qui est offert. Et je voulais ajouter, tout à l'heure, Amélie parlait des activités, des webinaires, des ateliers qu'offre la FSP. Nous avons des ateliers qui sont prévus cet automne, qui touchent la gestion du stress, l'autocompassion. Je vous le dis en primeur, dans le courant du mois de novembre, suivez notre site Internet, il va y avoir quelque chose sur la motivation. Comment prendre soin de sa motivation. Hein? Comment prendre soin de sa motivation. La motivation, ça ne tombe pas du ciel. Hein? Il faut l'entretenir. Comment on fait? Comment, surtout quand on est en rédaction, parfois, écoute, entre nous, on se comprend. Hein? On veut écrire une demi-page et puis bon, c'est compliqué. Comment on fait pour entretenir la motivation? OK. Donc, surveillez l'information sur le site. Je sais qu'Amélie va vous envoyer l'information, je le sais, mais je vous invite à surveiller le site de la FSP pour ces activités-là. Ce qui nous amène à notre dernier point, pour le processus d'évaluation. Que se passe-t-il une fois que vous procédez à votre dépôt initial, de votre moment, de votre message? Je vais laisser Amélie vous entretenir là-dessus. Alors, Amélie. Bien, on va passer ensemble, finalement, en revue un peu les étapes d'évaluation, autant pour le mémoire que pour la thèse, parce que le but avec ça, c'est un peu de vous expliquer que c'est un processus quand même qui prend un certain temps. Donc, parfois, les gens vont écrire à Elisabeth ou à un autre membre de l'équipe et qui va dire, ben, est-ce que je peux savoir si je dépose demain, je vais avoir mon résultat quand, là, ben, c'est pas si simple que ça de vous arriver, évidemment, avec une précision. Donc, je vous explique rapidement.
À partir du moment que, évidemment, que tout est complété, que c'est achevé, que c'est entendu, que vous êtes prêt à faire le dépôt initial de votre mémoire, on est ici dans le code du mémoire, donc vous allez le faire à la FESP directement, par courriel ou encore en utilisant un formulaire électronique là, qui est disponible sur notre site. D'une façon ou d'une autre, c'est la même chose, ça se rend à la même place et ça a les mêmes délais, il n'y a pas de préférence. Donc, vous y allez comme vous le sentez, vous faites votre dépôt initial, vous incluez tous les documents, tous les formulaires nécessaires et obligatoires et applicables à votre situation. Une fois qu'on reçoit tout ça, bien, il va y avoir différents types d'approbation qui vont devoir se faire de ce dépôt initial-là. Donc, d'abord, la FESP, donc les gens comme Elisabeth, Hélène ou Dany, les membres de notre équipe qui vont vérifier vos documents, vont s'assurer que tous les formulaires qui doivent y être, y sont. Est-ce qu'ils sont signés? Est-ce que votre document respecte aussi les règles de présentation que vous avez vues dans la présentation aujourd'hui, notamment? Et si ce n'est pas le cas, bien évidemment, on va vous le retourner. Il va falloir faire des modifications. Une fois que tout est beau, tout est complet, bien, il va y avoir aussi une approbation par la suite qui va se faire avec votre direction de programme, s'assurer qu'il n'y ait aucun élément là, qui vienne, par exemple, bloquer votre diplomation ou bloquer le cheminement. Puis il va aussi avoir une approbation de votre direction de recherche, de savoir est-ce que c'est bien le document qu'on s'était entendu, est-ce que c'est bien ce qui était supposé d'être déposé. Bon. Donc, ça, vous comprenez que déjà, ça peut prendre quelque temps, s'assurer que tout le monde reçoive les choses, puisse faire l'approbation, donner leur consentement à ce que le document puisse partir, et pas le document, mais votre mémoire puisse partir en évaluation et soit transmis aux examinateurs, donc à votre jury. Et évidemment, bon, parallèlement à ça, il y a eu la composition de votre jury qui s'est fait. Donc, les gens du jury, les personnes vont recevoir votre manuscrit, vont en faire l'évaluation et auront un certain temps pour le faire. Et ça va osciller entre 4 à 8 semaines, selon évidemment la période de l'année. Si vous déposez l'été, c'est sûr que les gens auront plus de temps pour pouvoir l'évaluer. Une fois que les membres du jury auront remis leur rapport d'évaluation à la faculté, alors là, on va vous inviter évidemment à faire votre dépôt final. S'il y a des corrections à faire, eh bien, vous en serez informé, évidemment. Donc, vous allez faire votre dépôt final et votre dépôt final devra être approuvé une dernière fois par votre direction de recherche. Et une fois que nous avons reçu l'approbation de votre direction de recherche, s'en suivra votre diplomation. Alors là, vous voyez, ça fait un peu le tour pour montrer que bien, ça s'échelonne quand même dans le temps, donc prévoyez-le. Si vous avez un enjeu précis au niveau du temps, déposez plus tôt que tard. Et peut-être Kwasi, on peut passer à l'autre diapositive qui est les étapes d'évaluation pour la thèse. Donc, si vous êtes au doctorat, on est vraiment essentiellement dans les mêmes étapes. Sauf qu'évidemment, le jury aura plus de temps pour évaluer votre thèse, tout dépendant encore là du moment. Donc, si c'est durant l'année, une session régulière, ça sera 6 semaines, mais si c'est durant l'été, c'est 8 semaines. Si la thèse est très, très longue, plus de 500 pages, bien, ça sera un minimum de 8 semaines aussi. Bon, vous comprenez. Et il y a une étape évidemment qui s'ajoute parce qu'une fois que le jury a fait l'évaluation de votre thèse, vous aurez d'abord une invitation à faire votre soutenance de thèse. Donc, vous allez préparer votre soutenance. Vous allez avoir quelques jours évidemment pour le faire, vous entendre sur une date, un mode aussi. Vous savez que maintenant, il y a des soutenances qui se font en ligne et des soutenances qui se font aussi, le retour des soutenances en personne sur le campus. Donc, une fois que la soutenance aura lieu, qu'elle sera faite, vous ferez ensuite votre dépôt final qui devra aussi être approuvé par votre direction de recherche et ensuite viendra la diplomation. Donc, voilà, ça vous démontre à quel point c'est un processus sérieux, c'est un processus rigoureux. C'est pour ça qu'on veut bien vous y préparer aussi, que vous arrivez au dépôt initial avec tous les outils en main et s'assurer que tout est conforme pour que vous puissiez éviter les délais qu'on vous parlait en début de rencontre, éviter ces mauvaises surprises, mais éviter des délais aussi qui peuvent être tout à fait évitables finalement si vous prenez dès le début les bons documents, vous faites les choses dans les règles, vous allez vous assurer de partir le processus d'évaluation du bon pied. Donc, je vais laisser ici Elisabeth vous parler des dates officielles de dépôt, entre autres. Oui, alors, la date officielle de votre dépôt initial, c'est vraiment la date où vous envoyez votre dépôt initial complet à la FESP. Donc, c'est votre fichier original, donc que ce soit en Word ou les fichiers sources LaTeX et une copie PDF, ainsi que tous les documents qui sont obligatoires à votre situation. Donc, que ce soit le formulaire de rédaction dans une autre langue que le français,
les autorisations des co-auteurs. Donc, nous, on va considérer que votre dossier est complet au moment où on a reçu tout ça. C'est pourquoi on vous suggère de ne pas attendre à la dernière journée de la session qui est habituellement la date limite pour remettre votre dépôt initial, puisque cette date-là, en fait, ça peut jouer sur la vérification de votre dossier. Donc, ce qui est important à retenir, c'est vraiment de prendre de ne pas attendre à la dernière journée le plus possible, là, puis de nous remettre un dossier complet. Si jamais vous avez besoin d'une attestation pour officialiser la date de dépôt initial, vous pouvez nous en faire la demande via le site web de la FESP. Puis, on vous envoie une attestation là, que ce soit pour versement d'une bourse ou pour vos papiers légaux. Donc, si c'est nécessaire, ça sera via ce mode de fonctionnement-là qu'on va fonctionner. Donc, la date limite, comme je le disais tout à l'heure, correspond à la dernière journée de la session. Si vous effectuez votre dépôt initial après cette date-là ou que votre dossier d'évaluation est incomplet, il se peut que vous deviez vous inscrire à la session suivante et que vous deviez maintenir votre inscription durant toute la session pour que la FESP puisse approuver votre dépôt initial. Les cours, à noter que les cours de DVP ne sont pas valides là, pour cette exigence d'inscription-là. Donc, pour en savoir plus sur les étapes de l'évaluation, la première chose que vous pouvez faire, c'est de consulter le site de la FESP dans la section étapes de l'évaluation. Et donc, dans cette section-là, vous avez tous les documents qu'on a abordés aujourd'hui. Vous avez les règles de présentation en détail. Puis, vous avez aussi nos coordonnées. Donc, ça, on ne le dira jamais assez. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Il y a toujours quelqu'un à la FESP qui va être là pour vous répondre dans les heures ouvrables, bien sûr. Et puis, nous, on est vraiment là pour ça. On est une équipe de 3 personnes qui sont là pour vous aider à faire votre dépôt à temps et faire un dépôt complet. Donc, même si c'est la semaine avant la date de dépôt initial, vous avez des questionnements, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. Alors, comme Elisabeth parle des questions, alors, on la porte à des questions. Est-ce que vous avez des questions? On en a eu plusieurs dans le clavardage. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont encore des questions à nous soumettre. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous inviter, évidemment, comme Elisabeth le disait, à nous écrire, à nous appeler aussi et à consulter notre site web parce que c'est de cette façon que vous allez avoir sans doute plusieurs éléments de réponse. Mais si vous avez des questions très pointues sur votre situation à vous, c'est important de nous appeler ou de nous écrire. Elisabeth va vous déposer aussi présentement dans le clavardage un lien vers un sondage qui sur la rencontre d'aujourd'hui pour savoir si ça a correspondu à vos attentes en termes de contenu. Donc, je vous invite évidemment à répondre à ce sondage. Ça nous aide toujours à vous proposer, à améliorer nos séances d'information, à optimiser nos contenus aussi pour s'assurer qu'ils répondent encore plus à vos questions. Donc, on vous remercie de répondre à ce sondage. Je vais arrêter pour le moment l'enregistrement, mais on peut rester en ligne pour des questions.